vais appeler Mireille Berne. Donc, vous représentez l'association du port à l'anglais. Vous allez nous parler des études que vous faites, notamment votre dernière étude sur le port à la tâche. Alors, le port à la tâche, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, je ne suis que journaliste, mais vous allez nous expliquer. Bonjour. Aujourd'hui, la commande qui m'a été faite, c'est de parler de la récolte de la mémoire. Comment l'avons-nous collectée, la mémoire, dans le quartier du port à l'anglais? Aujourd'hui, je représente Maryvonne Calbou. Maryvonne arrivait dans le quartier du port à l'anglais en 1998 et découvrait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, d'ébullition dans le quartier parce que beaucoup de constructions étaient prévues et commençaient déjà en bord de Seine. Et les habitants du quartier commençaient à se dire ça va être dur, ça va changer complètement la physionomie du quartier. Et l'association s'est demandé pourquoi craindre? Il s'agirait plutôt d'accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier. Et une commission de travail de l'association a eu l'idée de réaliser un écrit. Et ce document a paru en 2010 et s'appelle « Port d'attache ». Ce premier recueil regroupe des témoignages de personnes qui habitent le quartier et qui disent combien elles sont attachées à ce quartier. Mais aujourd'hui, je peux aussi vous parler d'un deuxième recueil paru en 2020 qui est « Port à la tâche » pour parler des souvenirs d'un quartier au travail parce que beaucoup d'entreprises, d'industries de tous ordres ont été présentes au port à l'anglais et le sont encore. Dans le monde du travail, on ne donne pas beaucoup la parole sur le lieu même du travail et même à l'intérieur de la famille, on ne parle pas beaucoup de son travail. Et là, on a recueilli des paroles qui sont exceptionnelles de ce point de vue-là. On a recueilli des témoignages qui sont vivants, qui donnent des détails techniques, mais au plus près du vécu quotidien du travail. Parmi les intervieweurs et parmi les interviewés, il y avait beaucoup de militants adhérents au Parti communiste. Militants sans œillères, capables de bénévolat engagé. Et pour ma part, donc en lien avec la paroisse catholique Saint-Marcel, qui est au cœur du quartier du port à l'anglais, il y a eu des rencontres favorisées avec des militants ouvriers chrétiens qui témoignent également de leur ouverture à d'autres, de leur engagement personnel dans la gratuité. Comment nous avons retranscrit ces interviews? Ça correspond à peu près à 12 heures de travail pour retranscrire chaque entretien. Et pour ce document, le second, il y a 37 interviews. Et on a tout gardé, sans retirer quoi que ce soit, sans résumer, en respectant les interrogations, les exclamations, en éliminant éventuellement des parasites, des redites, des hors-sujets, mais en mettant en valeur les thèmes que nous avions choisis. Merci beaucoup. Vous voyez le travail ingrat des journalistes. Il faut toujours faire court. On a toujours un rédacteur en chef qui vous dit « il faut couper, il faut couper, il faut couper ». C'est trop long. Alors que nous, on trouve que ce qu'on dit est très intéressant. Et effectivement, c'est très intéressant. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Noiriel maintenant, puisque donc vous recueillez les témoignages, vous interrogez la mémoire des gens, mais les mémoires parfois flanches, parfois elles sont trompeuses, et c'est le rôle de l'historien de trier dans les mémoires ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, et puis aussi ce qui est significatif et intéressant. Oui, là vous donnez un rôle peut-être un peu idéalisé du métier d'historien. Je crois qu'il n'y a pas de séparation stricte. Moi-même d'ailleurs pour ma thèse, j'ai fait énormément d'entretiens comme ça auprès d'ouvriers de la sidérurgie. C'est eux qui m'ont tout appris sur ce que c'était que fabriquer du fer, de l'acier, comprendre. On avait des cartes postales, mais comprendre comment organiser un atelier. Enfin, on avait même créé d'ailleurs une association sur la mémoire ouvrière en Lorraine à cette époque parce que c'était indispensable. Et on a eu historiquement, disons, une explosion des associations, disons, mémorielles au moment
où l'industrie se cassait la figure. Il y a eu cette espèce de transfert de la réalité à la mémoire parce qu'on voulait, enfin c'était compréhensible, retenir aussi ces aspects du passé. Mais effectivement, le rôle de l'historien, c'est-à-dire quand on travaille sur des sujets comme cela, c'est absolument indispensable de faire soi-même ou de travailler avec des associations qui recueillent la mémoire. Mais moi, j'ai toujours lutté pour qu'on ne superpose pas complètement histoire et mémoire, ce qui est souvent fait. Vous parliez par allusion tout à l'heure de Stéphane Bern, par exemple, c'est pas de l'histoire, ça, c'est de la mémoire officielle, vous comprenez? Donc nous, on est en lutte contre ça. La plupart des historiens sérieux se lamentent de voir comment l'histoire est présentée à la télévision, justement, au service d'une vision dominante, d'une caste, d'une élite, qui correspond pas du tout à la réalité telle qu'on peut l'étudier quand on fait de la recherche. Alors évidemment, je pourrais parler longtemps de ça, mais je crois que j'ai que 2 minutes. Mais il paraît que je pourrais revenir ici à Vitry au mois de décembre quand il y aura l'événement autour des livres, donc je pourrais peut-être vous en parler plus longuement. Mais oui, la question, enfin pour l'historien, ça va être de confronter les sources, c'est-à-dire de confronter ce qu'on a obtenu grâce à des entretiens tels qu'ils ont été présentés tout à l'heure, avec, par exemple, des sources écrites. Ça, c'est important, par exemple, quand vous avez le registre du personnel, parce que vous vous rendez compte, eh bien oui, les gens, même si vous respectez leurs paroles, etc., c'est une petite partie seulement des effectifs qui étaient là. Et moi, j'ai toujours été sensible à ceux qui ne parlent pas, à ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont pas dans l'éclairage, qui ont disparu, qui n'ont pas laissé de traces. Ça a été pour moi une révélation quand j'ai travaillé sur la sidérurgie lorraine, l'histoire de la sidérurgie lorraine. Vous aviez tout un espace visible. C'était les cités ouvrières, toutes les séquelles du paternalisme. Mais en travaillant sur les archives, notamment les rapports d'inspection du travail ou bien les archives d'entreprise, je me suis rendu compte que la majorité des ouvriers qui étaient passés dans cette région, c'était des travailleurs immigrés de toute origine qui n'étaient pas restés dans la région et qui avaient pourtant contribué à la prospérité de ce pays. Donc il y a toujours, vous voyez, cette interrogation qu'on doit avoir si on ne veut pas, vous voyez, mettre trop l'accent sur ceux qui se sont enracinés dans une région, qui ont fait souche, comme on dit, et qui ont la capacité verbale aussi de parler. C'est aussi très important. On peut voir là des différences de genre entre hommes et femmes, par exemple, ou selon le niveau de scolaire de celui qui parle, de son engagement politique, de sa culture politique. Vous voyez, donc il faut, voilà, la mémoire c'est très précieux, mais le travail de l'historien, ça va être aussi de tenir compte de ceux qui n'ont pas eu droit à la parole dans la mesure du possible, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles, pour essayer, vous voyez, de combiner les différentes approches. Quand vous évoquez la sidérurgie et la Lorraine, je pense à mon confrère Marcel Tria, qui s'est beaucoup investi sur ces questions. Alors, je faisais simplement un hommage rendu à Marcel Tria, qui est décédé il n'y a pas longtemps. J'ai faisais, moi, les émissions d'histoire à Lorraine Cœur d'Acier, la radio de la CGT qu'il avait animée à Longwy, qui a été un succès extraordinaire, qui était faite justement pour donner la parole à tout le monde. Mais on n'entendait pas Stéphane Bern. Ah non, là, il n'était pas le bienvenu. Hein.